Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce café Banque des Territoires, un peu particulier Digital Café aujourd'hui. Je suis Julien Barrère, je suis en charge de l'équipe marketing expérience client et nous accueillons aujourd'hui Christophe Chaptal du Chanteloup qui va nous expliquer qui il est pour commencer. Et ensuite je vous dirai ce qui va nous réunir aujourd'hui. Christophe? Bonjour Julien, merci. Donc je suis Christophe Chaptal, je suis directeur associé du cabinet en stratégie et transformation Experience Makers. Et nous avons la chance et le plaisir d'intervenir pour la Banque des Territoires depuis janvier sur des problématiques particulières d'expérience client et de parcours client. Voilà, donc vous l'avez compris aujourd'hui, le thème en fait de notre échange va être autour de l'expérience client. Donc on va essayer de définir un petit peu ce mot, peut-être pas forcément usuel pour tous, d'expliquer pourquoi la Banque des Territoires s'est investie dans une démarche autour de l'expérience client et de passer en revue les différentes facettes de l'expérience client en tentant de répondre à vos questions. Et donc je vous invite, n'hésitez surtout pas à nous dire quand on a un jargon incompréhensible ou voilà. En tout cas, on va essayer de détailler tout ça. Donc peut-être pour commencer, Christophe, pouvez-vous nous définir ce que l'on appelle expérience client? Alors de façon très directe, l'expérience client, ça sert à faciliter la vie des clients et des collaborateurs. Alors une fois qu'on a dit ça, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on évalue une expérience client. Donc pour nous et pour nos clients, l'évaluation d'une expérience client, ça passe par 5 types de leviers. Le premier, c'est de savoir si la solution proposée par l'organisation est attractive. La seconde est de savoir si elle est utile, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. La troisième, c'est de savoir si elle est mise en œuvre dans des bonnes conditions d'excellence opérationnelle. La quatrième, c'est ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire qu'on veut savoir si l'organisation qui propose les solutions à ses clients le fait dans des conditions managériales, sociétales, satisfaisante. Et enfin, le dernier point, ce sont les impacts économiques, à la fois pour l'entreprise et pour celui qui va bénéficier de la solution. J'ai déjà une petite question qui consiste à savoir si ça s'applique également aux collaborateurs. Oui, alors, collaborateur. Oui, tout à fait. On ne peut pas dissocier l'expérience client de l'expérience collaborateur. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord les collaborateurs qui mettent en œuvre l'expérience client. Et ensuite, on ne peut pas prétendre faciliter la vie du client en rendant celle du collaborateur difficile. Donc, c'est une démarche qui est conjointe. Et les entreprises qui proposent la meilleure expérience client sont celles qui proposent d'ailleurs en même temps la meilleure expérience collaborateur. Ce sont des démarches qui sont conjointes. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs de cette démarche. Ok. Donc si j'ai bien tout compris, l'expérience client, c'est à la fois une ambition et une méthode. Alors c'est une ambition et une méthode. C'est à la fois, je dirais, une démarche de portée stratégique, puisque vouloir proposer une expérience client de qualité signifie d'avoir une stratégie qui soit parfaitement claire, qui soit d'ailleurs alignée avec et le terrain et l'ensemble des métiers. Et puis, c'est une façon de délivrer, puisqu'il faut proposer au public cible la solution dont ils ont besoin dans les meilleures conditions opérationnelles. On a coutume de dire qu'il faut avoir le meilleur trio coût-qualité-délai pour délivrer la solution que le client attend. Donc, on a, pour l'expérience client, un certain nombre de compartiments dans lesquels il faut travailler, qui sont très larges, puisqu'on a un compartiment stratégique, on a le compartiment organisation, on a le compartiment fonctionnement de l'entreprise et puis on a le compartiment, bien sûr, réponse aux besoins des différents publics. Ok. Alors, autant expérience client, on ne connaît pas forcément tous, autant parcours client, ça parle un peu plus. Quelle est la différence entre les deux? Alors, on a parfois tendance à confondre expérience client et parcours client. Une expérience client, c'est quelque chose qui doit s'appréhender de façon très globale. Ça résulte d'ailleurs toujours du fonctionnement d'une organisation et notamment des 5 composantes essentielles que sont la culture, la chaîne de valeur de l'offre, c'est-à-dire de l'amont stratégique à la distribution de l'offre sur un marché, de l'organisation, des processus, des collaborateurs et de l'écosystème de l'entreprise. Donc tous ces
toutes ces composantes créent ce qu'on appelle l'expérience client. Le parcours client, c'est une composante également essentielle de l'expérience client, mais ça correspond au point d'interaction que peut avoir un public avec une organisation. Et donc, on est là dans un schéma un peu plus restrictif. Par contre, on ne peut pas avoir d'expérience client satisfaisante sans parcours client satisfaisant. C'est absolument indissociable. C'est pour ça que lorsque l'on veut travailler l'expérience client ou que l'on veut démarrer une démarche d'expérience client, on va souvent partir du parcours client. D'ailleurs, au sein de la Banque des Territoires, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui le parcours client pour pouvoir aboutir à une expérience client globale qui soit satisfaisante. Alors, il y a des organisations qui ne sont pas bancaires, mais qui sont par exemple dans le domaine de l'assurance, comme la Maïf, dans lesquelles, culturellement, l'expérience client est une donnée absolument essentielle et toute la stratégie et l'organisation de l'entreprise tournent autour de cette notion d'expérience client et de parcours client. D'autre part, on a des entreprises comme Netflix qui considèrent que l'expérience client est en grande partie du fait des recommandations que peuvent faire les collaborateurs. C'est-à-dire que ce sont les collaborateurs qui ont une très bonne vision de ce que doit être l'expérience client. Et ça, c'est intéressant. Si je puis permettre un commentaire à ce niveau-là, pour nous qui sommes rentrés dans cette démarche, dans la dimension de parcours, on a commencé en fait par tout simplement chausser les baskets des clients et essayer d'imaginer l'usage de nos services et de nos offres d'un point de vue client. Et de vérifier si à cette occasion, c'était aussi simple qu'on espérait que ça le soit. Oui. Et c'est pas toujours, malheureusement, aussi simple. Et peut-être pour compléter le tableau, et la relation client dans tout ça. Alors voilà, la relation client, voilà, c'est un paramètre supplémentaire. Donc on va parler d'expérience client, on va parler de parcours client, on va parler de relation client. La relation client, si vous voulez, c'est, je dirais, à chaque fois qu'un client ou un prospect est en lien avec une organisation. Ce lien peut être physique, c'est-à-dire ça peut être un échange en face à face, peut être téléphonique, peut être par mail, peut être totalement digital, peut-être même complètement immatériel par le biais de chatbot. Bon. La relation client, si vous voulez, se gère dans le sens où il faut que, quelle que soit l'interaction qu'un public a avec une organisation, cette interaction soit de bon niveau. C'est-à-dire qu'il faut que la relation client soit bonne. Pour qu'elle soit bonne, ça suppose qu'on ait travaillé l'ensemble des points d'interaction et qu'on ait prévu l'ensemble des processus qui sont liés à ces points d'interaction. Si vous avez, par exemple, beaucoup d'appels entrants qui ne sont pas prévus, vous n'allez pas pouvoir répondre, votre relation client ne sera pas bonne. Si vous envoyez des mails qui ne sont pas reçus, votre relation client ne sera pas bonne. Si votre processus digital n'est pas adapté, soit parce que les outils ne sont pas là, soit parce que la maturité des publics cibles n'est pas là, eh bien votre relation client ne sera pas bonne. Or, une mauvaise relation client génère automatiquement une mauvaise évaluation de l'expérience client. Voilà. Et donc, ce sont évidemment des sujets qu'il faut travailler. Je dirais qu'une expérience client est bonne lorsque généralement le parcours client est bon, et le parcours client est bon lorsque la relation client est bonne. Ça va ensemble, et ce sont des phénomènes d'entonnoir qui sont assez logiques. Rassurez-moi, Christophe, la notion de relation client, elle n'est pas nouvelle à la Banque des Territoires. Elle est nouvelle nulle part. Je dirais que, sans vouloir remonter trop loin dans l'histoire, la relation client est présente à chaque fois qu'il y a une interaction entre une organisation et un public. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'était le cas il y a plusieurs centaines d'années. Si on prend par exemple la Banque des Territoires, qui est issue d'une institution qui s'appelle la Caisse des dépôts, je ne vous apprends rien, qui a été créée en 1816, eh bien dès 1816, la notion de relation client existait à la Caisse des dépôts. Et comme la Caisse des dépôts a eu une évolution extrêmement rapide entre 1816 et 1905 et a abordé un nombre considérable de compartiments, de financements, d'aides, etc., eh bien, il y a eu énormément d'occasions de relations clients avec d'ailleurs des publics très variés pour des solutions extrêmement diverses. Donc cette notion n'est pas nouvelle. Par contre, pour qu'on puisse disposer d'une bonne relation client, il est important qu'on soit en mesure de toujours répondre de façon optimale aux besoins des clients et qu'on le fasse dans de bonnes conditions, à la fois pour le client et pour le collaborateur. J'indique également que la relation client, la nature de la relation client est un bon indicateur de ce qu'est l'entreprise.
C'est-à-dire que si vous avez une relation client qui est empathique, généralement, l'entreprise est empathique. Si votre relation client est efficace, en général, les processus de l'entreprise sont efficaces. C'est un bon indicateur de la relation client, je dirais, du mode de fonctionnement de l'entreprise et je dirais de son état à la fois émotionnel et opérationnel. Et justement, comment on peut définir l'expérience client de la Banque des Territoires? Alors, on peut la définir de façon double. Si je prends les aspects très positifs, il y en a beaucoup, on peut dire que la Banque des Territoires est très bien perçue pour ce qui concerne la qualité de la relation client. Le fait que la Banque des Territoires est un tiers de confiance, qui est tout à fait reconnu, qu'elle a une capacité à animer les écosystèmes et qu'elle a un maillage territorial qui est plutôt inclusif et qui traite de la même façon, je dirais, par exemple, grand territoire et petit territoire. Par contre, cette relation client, et plus globalement d'ailleurs, cette relation client, elle est parfois freinée par des modes de fonctionnement qui sont jugés parfois un peu lourds, des processus et des systèmes d'information qui ne sont pas forcément interopérables, et le tout ne facilite pas systématiquement la vie du client et du collaborateur. Mais de façon générale, la qualité de la relation client est très bonne. Je dirais que sa mise en œuvre n'est pas toujours optimale, pour des raisons que je viens de signaler. Justement, si on peut revenir un petit peu sur ce point-là, quels sont pour vous les axes de progrès pour une expérience client Banque des Territoires optimale? Je verrais 5 axes en fait d'optimisation. D'abord, il y a un premier axe qui est logique, c'est un positionnement qui soit fort et clair. Alors, le positionnement de la Banque des Territoires est très clair, mais il n'est pas forcément compris ou en tout cas perçu par l'ensemble des publics. Il y a des publics, des petites collectivités par exemple, ou des petites entités qui ne connaissent pas la Banque des Territoires. Quand on ne connaît pas une entité, on ne peut pas avoir une perception en termes d'expérience client. On ne peut pas juger ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, Tesla, qui n'a rien à voir avec la Banque des Territoires, a directement relié l'expérience client au NPS. Pour eux, Tesla, une bonne expérience client, ça veut dire un NPS. Le NPS, que c'est là aussi un jargon. Alors le NPS, le Net Promoter Score, c'est, si vous voulez, un indice qui caractérise le fait que vous recommandiez ou non une organisation à quelqu'un qui n'est pas encore client. Donc j'ai utilisé vos services. Est-ce que je vous recommande à d'autres de mes collègues? C'est le différentiel entre ceux qui recommandent et ceux qui ne recommandent pas, en éliminant la zone neutre. Donc c'est effectivement un indicateur qui est assez terrible, dans le sens où vous pouvez, parce que vous n'êtes pas assez connu, ou parce que vous avez commis peut-être à un moment donné une très légère erreur dans un océan de bonnes actions, eh bien être pénalisé. Donc c'est un indicateur qui est assez brutal, dans le sens où il peut très rapidement vous pénaliser alors que vous pouvez être bon à 98%. À l'inverse, quand le NPS est bon, ça vous met vraiment dans une position d'excellence. C'est pour ça que des gens comme Tesla ont des très bons NPS, parce que ce sont des entités qui ont tout misé sur l'expérience client dès le départ et qui justement sont là-dessus assez remarquables. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on ne peut juger que ce qu'on connaît. Donc, la Banque des Territoires doit être connue par tous les publics auxquels elle se destine. Deuxième point, c'est qu'il faut que l'offre corresponde aux besoins du marché. Vous ne pouvez pas avoir une bonne expérience client si votre offre ne correspond à aucun besoin. Alors, il y a un exemple qui est assez connu, c'est Colgate, qui est très connu pour ses dentifrices, a souhaité à un moment se diversifier et faire des plats cuisinés, notamment des lasagnes. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce que les lasagnes Colgate, même si elles étaient excellentes, n'intéressaient strictement personne. Donc, quoi que fasse Colgate avec ses lasagnes, l'expérience client ne pouvait pas être bonne. Donc, il y a le critère de base, c'est que ce que vous faites correspond aux besoins du marché. Troisième point, ce sont des points d'interaction qui sont précisément établis. C'est-à-dire une relation au client ne s'improvise pas. On n'est pas à chaque fois en train de refaire l'histoire à chaque nouveau client ou prospect. Une relation client, une expérience client, ça consiste à avoir des points d'interaction qui sont parfaitement définis, anticipés, gérés, et pour lesquels on a associé tout un ensemble de processus qui sont parfaitement fonctionnels et qui sont d'ailleurs interopérables. Dans ces conditions, on peut effectivement établir une relation client qui soit attractive et pérenne. La notion de pérennité en matière d'expérience client, de relation client, est d'ailleurs déterminante.
Et lorsqu'on est en fait dans cette gestion, je dirais, normalisée de l'expérience client et de la relation client, on peut envisager ce qu'on appelle une amélioration continue, parce que l'expérience client, la relation client, ce ne sont pas des éléments figés, ce sont des éléments qui évoluent en permanence pour des raisons de cadre législatif, pour des raisons de besoins, pour des raisons de concurrence, pour des besoins de nouvelles offres qu'on souhaite apporter au marché, etc. Le quatrième point qui me paraît important, c'est le digital. Alors, je voudrais également indiquer que le digital n'est pas une offre en soi. C'est pas parce que vous faites du digital que vous êtes intéressant. Le digital, c'est un outil qui est au service d'un public pour le faire accéder à un certain nombre de solutions. Alors, le digital est parfaitement intéressant parce qu'il permet de gérer à la fois de façon industrielle et personnalisée. Mais à partir du moment où on l'a mis au bon niveau, et mettre le digital au bon niveau, ça signifie qu'on a équilibré parfaitement les relations humaines et digitales. Alors là, on appelle ce dosage l'omnicanalité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir passer d'un canal d'interaction à un autre canal d'interaction en fonction des besoins, des possibilités et, je dirais, de la pertinence de l'offre que vous voulez délivrer. Vous pouvez très bien démarrer, par exemple, avec un questionnaire sur un site qui va vous faire directement arriver, par exemple, sur un conseiller, ou l'inverse, vous pouvez avoir un conseiller au téléphone qui va directement vous faire arriver sur une plateforme qui va vous prendre en charge pour un certain nombre de tâches qui sont mécanisables. En tout cas, le digital au bon niveau est extrêmement efficace en matière de relations clients. Mais encore une fois, si on sait bien le gérer et le mettre à sa bonne place. Enfin, ce qui me paraît intéressant en termes de relations clients et puis plus largement d'expérience client, c'est que ça n'est pas réservé à ceux qui sont uniquement en contact avec le client ou le prospect. C'est l'affaire de tous. On ne peut pas imaginer une expérience client qui soit de qualité si le marketing, l'ingénierie, le commerce, les fonctions support, les processus, les data, le SI sont absents. Ça ne marche pas. Donc, c'est une démarche qui est totalement collective et qui doit être appropriée par l'ensemble des collaborateurs d'une organisation. Alors, la Banque des Territoires, effectivement, comme toute organisation, doit, je dirais, noter l'importance des 5 points que je viens de mentionner. Elle est relativement bien placée, la Banque des Territoires, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'atouts pour pouvoir générer une expérience client de très bonne qualité. Il y a simplement des axes d'amélioration, d'optimisation, notamment en termes de processus et d'interfaçage, sur lesquels d'ailleurs on est en train de travailler. Mais pour ce qui me concerne, moi je suis très optimiste sur la qualité de l'expérience client qui va être délivrée bientôt par la Banque des Territoires. Très bien. Pour ce message très optimiste. Justement, je voulais creuser un petit peu cette partie-là. On a identifié donc les axes de progrès qui nous rapprocheraient d'une expérience mémorable, mais un peu plus précisément, comment nos clients aujourd'hui jugent actuellement l'expérience client de la Banque des Territoires? Alors, vous avez fait un certain nombre d'études. Ouais, tout à fait. Vous avez fait un certain nombre d'études tout à fait intéressantes qu'on a lues avec intérêt. De notre côté, on a fait un certain nombre de démarches de recherche, de benchmarks, d'interviews de vos collaborateurs et de vos clients. Et l'ensemble dégage finalement des axes qui sont assez clairs. D'une part, la Banque des Territoires est très appréciée pour sa mission d'intérêt général. On sait bien que la Banque des Territoires, c'est pas une banque, si vous voulez, qui est axée par ou qui est menée par la notion de profit. Elle est menée par la notion de développement, je dirais, des territoires. C'est vraiment son objectif principal et c'est très bien perçu. L'autre point, c'est le maillage territorial. Vous êtes quand même très présent sur les territoires. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfaitement bien perçu. Ce qui est très bien perçu aussi, c'est la diversité des offres que vous pouvez mettre à disposition. Et puis, je dirais, votre réactivité dans l'offre. Actuellement, on est en plein sur des plans de relance, des plans de crise. Vous avez énormément d'offres aujourd'hui qui sont dans ce canal-là et que vous proposez aux différents publics. Donc, votre réactivité en la matière est reconnue. Votre expertise multisectorielle est également reconnue. C'est-à-dire qu'il y a au sein de la Banque des Territoires un très haut niveau d'expertise sur l'ensemble de l'offre. Et c'est quelque chose qui est parfaitement bien perçu. Et puis, de façon générale, vous avez une confiance innée dans votre institution de la part de vos différents publics. Et puis, on connaît votre capacité à animer des écosystèmes complexes. Donc, tout ceci est, je dirais, d'excellente qualité. Si on prend la partie, je dirais, un peu moins brillante, c'est que vous avez une culture qui est logiquement très orientée expertise et expert, parfois au détriment de l'écoute client, voire même au détriment du besoin du client. C'est-à-dire que vous allez parfois penser solution avant réponse aux besoins. Bon.
Ça, c'est un point qui peut se régler quand même assez rapidement. Que vous avez une complexité de fonctionnement qui peut déstabiliser, notamment ceux qui ne sont pas habitués à des organismes comme les vôtres ou ceux qui sont de petite taille. Et puis pour certains, une offre qui est jugée compliquée et des parcours clients qui manquent de fluidité, voire qui ne sont pas de bout en bout. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à un moment donné, et là, un parcours client qui s'arrête, c'est toujours un petit peu gênant. Mais ces points qui sont des points miroirs, des points extrêmement positifs que je viens de mentionner, sont des points qui sont tout à fait solutionnables. Il n'y a rien de dramatique dans ces points-là. Et je dirais que de façon générale, vous avez une perception qui est assez exceptionnelle en matière d'éthique et d'expertise. Et ça, c'est assez rare. Et justement, je voulais rebondir sur cette partie-là. C'est, on va dire, fort de ce constat que l'on a dressé sur les derniers mois depuis la création de la Banque des Territoires, qu'on a décidé de travailler assez profondément à reconcevoir, simplifier, fluidifier des parcours clients jusque-là complexes ou inexistants avec leur dimension digitale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement du projet qu'on a mené sur ce sujet ? Alors là, on est en train ensemble de travailler des parcours clients, notamment destinés aux petites collectivités. Pour nous, c'est donc moins de 10 000 habitants. Et ces parcours qui s'appliquent pour les offres prêt et ingénierie ont pour objectif de proposer à des cibles, qui sont des petites collectivités, des parcours clients de bout en bout, omnicanaux, et qui permettent, quel que soit le niveau de maturité digitale, de pouvoir être intégrés. Et donc, on est en train de travailler à un pilote qui va permettre... Christophe, rappelez sur quoi sur quelle partie de l'offre s'appliquent ces parcours. C'est pour faire face aux besoins de prêt et d'ingénierie. Voilà. Oui, alors c'est prêt ingénierie pour les collectivités de moins de 10 000 habitants. On est en train aujourd'hui de travailler sur une offre qui est petite ville de demain, mais ça reste encore à valider de façon finale. En tout cas, ce sont pour les petites collectivités qui ont des besoins très précis de financement sur de la rénovation, par exemple, scolaire, et pour lesquels on travaille un pilote de parcours client qui permet, par exemple, au maire, à la secrétaire de mairie ou au DGS de pouvoir avoir accès à ces solutions de financement dans des conditions exemplaires en termes de fluidité, de rapidité, de simplicité et de clarté, et qui en même temps permettent aux collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions. Un exemple, on est en train de travailler aujourd'hui sur la possibilité de préqualifier les demandes entrantes pour pouvoir donner au réseau des prospects préqualifiés pour lesquels on pourra directement mettre toute la valeur ajoutée d'expertise et enlever au réseau tout ce qui est, je dirais, sans valeur ajoutée et qui consiste par exemple à vérifier sur fichier que le client est bien celui auquel on va s'adresser ou vérifier si l'adresse email est bien la bonne, etc. Donc les parcours clients, si vous voulez, tels qu'on les imagine nous, ce sont des parcours qui permettent d'intégrer l'ensemble des tâches qui sont sans valeur pour le réseau, pour donner au réseau des contacts préqualifiés sur lesquels on peut vraiment travailler de façon intéressante. Voilà. Autrement dit, travailler les premières étapes entre une intention d'un client et un possible projet territorial, si j'ai bien compris. Exactement, exactement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, plus de 95% des communes ont moins de 2000 habitants en France, et que si la Banque des Territoires, comme c'est son ambition, veut être la banque de tous les territoires, il est intéressant d'avoir des parcours clients justement qui permettent de gérer de la masse, mais de façon très personnalisée, c'est-à-dire de pouvoir gérer industriellement jusqu'à la préqualification pour ensuite apporter de la personnalisation lors de l'étude du besoin. Ok. Je vais peut-être prendre à ce stade quelques questions. J'en avais déjà une première sur le sujet. On a tous une expérience, une connaissance de l'expérience client en tant que particulier, mais qu'est-ce qui la différencie de l'expérience client qu'on essaie de construire pour des entreprises ou pour des acteurs où il y a plusieurs personnes en jeu? En fait, il n'y en a pas. L'expérience client, elle ne peut pas la différencier entre du B2C et du B2B, c'est la même. Qu'est-ce que c'est que l'expérience client ?
c'est le fait d'apporter la solution idéale à la meilleure cible, dans les meilleures conditions, aussi bien pour cette cible que pour les collaborateurs. Donc ça va marcher aussi bien dans le secteur de la grande consommation, dans le secteur de l'aérien, dans le secteur bancaire, que dans le secteur vraiment du B2B, de la machine-outil par exemple. Donc si vous voulez, l'esprit expérience client, cette démarche-là, elle est toujours strictement identique. Après, ce qui va changer, ce sont les contextes. Les solutions généralement B2B sont pas plus complexes que des solutions de grande consommation. Pour reprendre une expression qui est assez courante à Banque du Territoire, vendre un yaourt paraît assez simple, quoique les dates de péremption au niveau logistique ne facilitent pas les choses, mais vendre une solution Banque du Territoire dans lesquelles il y a un certain nombre d'éléments, je dirais, à passer en revue, qui sont donc très complexes, rendent effectivement cette expérience client un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, la démarche est la même. Deuxième question aussi sur le sujet. En ce moment, on vit donc une période assez particulière, enfin le contexte de crise sanitaire, et nous qui sommes habitués à travailler pour partie sur le long terme, qu'est-ce que change la perception de nos clients? Qu'est-ce qui change dans la perception de nos clients le fait qu'il y ait ce contexte de crise? Est-ce que c'est plus exigeant sur l'expérience et d'autres? Alors, ce contexte de crise, il est très intéressant. Alors, je passe tous les aspects très pénibles et même dramatiques pour certains, mais en tout cas pour les organisations, c'est la prime au meilleur, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont une vision du parcours client omnicanal parfaitement huilée sortent gagnants. Parce que lorsqu'on est obligé de tout faire en distanciel, ça veut dire que vous avez la possibilité d'apporter toutes les solutions à des personnes qui auparavant avaient l'habitude de vous voir ou d'être en face de vous. Donc les plus avancés en matière d'expérience client et de parcours client sont les gagnants, je dirais, de la crise aujourd'hui. Ceux qui étaient dans des démarches très traditionnelles, ou en tout cas, on va dire, non prévues, c'est-à-dire qui faisaient à chaque fois du sur-mesure ou qui réinventaient un peu la roue à chaque client, sont très pénalisés aujourd'hui. Alors, pour la Banque des Territoires, je dirais que vous êtes, suivant les solutions, plutôt avantagé et parfois un peu moins. Voilà. En tout cas, vous avez tous les éléments chez vous pour pouvoir être très, je dirais, bien placé dans cette configuration de distanciel à 100%. Et est-ce que en ce moment, vous êtes dans un contexte, parce que le contexte d'intervention de la Banque des Territoires est quand même assez particulier, son cadre d'exercice, ses clientèles particulières, est-ce que dans des environnements assez proches, vous avez en tête des expériences clients mémorables, ou en tout cas dignes d'inspiration, qui pourraient nous pousser dans cet effort? Si vous voulez, prenez l'aérien par exemple, prenez Air France, qui souffre terriblement actuellement de la crise. Eh bien, Air France ou Accor par exemple ont, je dirais, des démarches de parcours client qui sont assez exemplaires, qui sont aujourd'hui, pour certaines, entièrement digitalisées. Bon. Eh bien, ces parcours clients entièrement digitalisés permettent, malgré tout, de rester en contact avec les clients et malgré tout, de leur faire des propositions d'offres qui soient adaptées au contexte, même si celui-ci est très difficile. Je dirais que ce contexte-là, il a accentué le besoin de la connaissance de son client, il a accentué le besoin d'une segmentation extrêmement fine de ses marchés, et il a accentué le besoin de disposer de personas, c'est-à-dire en fait de clients types, qui sont représentatifs d'un certain nombre de clients par segment, qui soient exactement adaptés, je dirais, à votre démarche et à vos solutions. De façon assez générale, les entreprises qui sont positionnées de façon précise, qui ont une vision très nette de leur marché, qui ont segmenté leur marché de façon pertinente, qui savent exactement à qui ils s'adressent, sont plutôt gagnants de la situation. Et on le voit d'ailleurs pour certains acteurs même bancaires, c'est-à-dire que Crédit Agricole, Société Générale par exemple, sont des acteurs qui arrivent vraiment à tirer parti, si j'ose dire, de la situation.
D'autres, notamment dans la distribution et par exemple tout ce qui est petit commerce, sont extrêmement pénalisés parce que eux n'ont pas l'habitude, ou en tout cas n'ont pas cette démarche, je dirais, de tractation à distance. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement a d'ailleurs prévu de mettre des moyens sur la digitalisation du commerce. Voilà. Est-ce que une démarche de ce type-là est une bonne manière de se transformer? Ou qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à d'autres types de manières, méthodes pour se transformer? Alors, l'expérience client, c'est un levier qui est extrêmement efficace pour la transformation des entreprises parce que quand vous parlez d'expérience client, vous avez en fait deux impératifs. Le premier, c'est vraiment de comprendre qui est votre client et de savoir quel est son besoin, mais précisément. Et puis le deuxième axe, c'est que vous êtes obligé d'aligner les métiers, sachant que vous allez d'abord aligner la stratégie au terrain et ensuite les métiers. Donc ces alignements supposent des transformations parce que la notion de silo est tout à fait impossible. On ne peut pas travailler en silo et proposer une bonne expérience client. La notion de partage de l'information est essentielle. Et puis, je dirais de façon assez générale, la notion d'excellence opérationnelle, c'est-à-dire la capacité à faire dans les meilleures conditions, est, je dirais, totalement liée au fait d'avoir une bonne expérience client. Alors, désiloter, augmenter la performance opérationnelle, comprendre très précisément quels sont les besoins des clients, etc., ce sont quand même des axes assez majeurs de transformation. Alors, je suis en train de retrouver mes questions, hein, désolé. Alors, la fluidité de l'expérience client passera-t-elle par une dématérialisation massive des échanges BDT clients? On a évoqué le point du digital tout à l'heure. Alors oui, alors la dématérialisation, oui, alors sous couvert de ma connaissance qui n'est pas totale des contraintes réglementaires. Il est logique de dématérialiser tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée ou tout ce qui fait l'objet de saisies et de ressaisies successives. Donc, en principe, on doit pouvoir dématérialiser tout ce que la législation permet. Or, la législation, à ma connaissance, permet beaucoup de choses aujourd'hui. Bon. Donc, l'expérience client pour une banque comme la Banque des Territoires passe évidemment par des actions de dématérialisation, à la condition que les clients puissent le faire de façon aisée et à la condition que cette dématérialisation ne génère pas du côté des collaborateurs Banque des Territoires, du côté des réseaux et de l'ASI, je dirais, une inflation et de moyens et de contraintes. Donc, c'est toujours pareil. Il faut que ce confort qu'on amène aux clients ne se traduise pas par un inconfort pour le collaborateur. Donc il faut que, par exemple, vos moyens informatiques et vos moyens SI soient dimensionnés pour ce genre de choses. Alors je pense que c'est le cas, mais en tout cas, la réponse est oui. La fluidité du parcours client passe évidemment par des étapes massives de dématérialisation. Alors, j'ai une question un petit peu sur, on va dire, sur la quadrature du cercle. Est-ce que standardisation, simplification et sur-mesure dans l'expertise sont compatibles? C'est un peu notre quadrature habituelle. Alors, là, on rentre toujours dans la problématique de ce qu'on appelle les 80-20. C'est-à-dire, en général, sur 100 problématiques clients, 81 ou 70 ou 60 sont relativement communes. Et que pour celle-là, il n'est pas illogique d'avoir des réponses relativement standardisées, puisque finalement, les demandes sont toutes standardisées. Le problème, il n'est pas tellement sur le standard, le problème, il est sur la besoin ou la question spécifique et différenciée, et du moyen qu'on veut y mettre. Alors, il y a certaines organisations qui considèrent que le spécifique coûte très cher, et que se focaliser sur le standard est bien suffisant. Le risque, c'est que l'on passe à côté de pépites ou que l'on dégoûte des clients qui vont aller voir ailleurs. Alors, c'est le problème, ce sont des choix. Je pense que la Banque des Territoires, en termes d'éthique et stratégie, n'est pas du tout dans cette optique-là. La Banque des Territoires, elle est dans une optique inclusive qui est de prendre en considération l'ensemble des questions, des demandes et des contraintes, quelles qu'elles soient. Et qu'on passera autant de temps à traiter une petite collectivité pour un financement de 10 000 euros, par exemple,
qu'un organisme pour un financement de 10 millions d'euros. Bon. Et ça, c'est l'éthique de la Banque des Territoires. Je crois qu'il n'y a pas de règle à la matière. On ne peut pas, par exemple, dessaisir la Banque des Territoires d'une expertise humaine forte. C'est hors de question. Par contre, on peut très bien, et ça, c'est, je dirais, une observation assez fine, regarder sur une solution donnée le type de questions qui se posent et trancher sur le fait que X% des questions peuvent faire l'objet de réponses standards et que X% des questions doivent faire l'objet de réponses spécifiques et sur mesure. Mais encore une fois, ce sont, je dirais, des configurations qui se travaillent, sachant qu'on est là toujours sur des compromis entre des moyens à affecter et des objectifs à respecter. Il n'y a pas de règle magique, c'est du compromis. Mais la Banque des Territoires, de toute façon, par éthique, ne peut pas mettre de côté un prospect ou une collectivité quelle qu'elle soit. Elle doit tout intégrer. La question est de savoir comment je l'intègre et quels moyens j'alloue pour l'intégration de tel ou tel type de besoins et de contraintes. Alors j'ai une question à laquelle je vais me permettre de répondre pour partie, Christophe, parce que je pense que vous n'avez pas tous les éléments. Pensez-vous que notre plan de relance est bien perçu par les clients? Alors je vais me permettre juste un commentaire sur cette partie-là avant que vous repreniez. On va dire il y a 2 temps successifs. Il y a le temps de la crise et le temps de la relance. Et en ce moment, on a rebasculé à nouveau dans la crise. On pensant en être sorti après la première phase de confinement, on est à nouveau à rajouter une deuxième crise. Donc on a mené des études clients à la suite de la première vague et des actions de gestion de la crise qu'on a menées avant l'été. On a questionné donc en septembre. Les retours clients sont très très bons sur notre capacité à nous mobiliser, à être à leur côté au moment du pire de la crise. Après, la relance, c'est se projeter plus loin que la crise, c'est se projeter sur la sortie de la crise. Et on a initié donc cette offre de relance, on l'a exposée avant qu'une deuxième crise arrive à nouveau avec le reconfinement. Donc on n'a pas encore toute visibilité sur cette partie-là, mais effectivement on est encore un petit peu dans la marge entre crise et relance. Christophe, peut-être si ça appelle un commentaire de votre côté sur ces horizons de temps. Non, je crois que Julien, vous avez parfaitement résumé la situation. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai. Donc, aucun élément à ajouter pour ce qui me concerne. Alors, une autre question aussi un peu plus particulière sur la part de l'expérience client et les outils. Alors, je vais essayer de traduire là-dessus, peut-être, et si à tort je traduis mal, n'hésitez pas à me corriger dans les questions. Est-ce qu'on peut faire une expérience client simple avec des outils compliqués, notamment, j'imagine, comme question? Non, alors, de toute façon, faire compliqué n'est jamais simple, si je veux dire. Donc non, la complication n'est pas synonyme d'expérience client positive. L'expérience client, je rappelle encore une fois, c'est faciliter la vie des clients et des collaborateurs. On ne facilite pas la vie des uns et des autres avec des outils compliqués. C'est une règle d'or. Donc, si l'outil est compliqué, c'est qu'il n'est pas conçu pour une expérience client positive, tant du point de vue du client que du collaborateur. Et donc, je rejoins tout à fait l'auditeur ou l'auditrice qui a posé la question. Pour pouvoir proposer une expérience client de qualité, il faut rechercher des outils qui soient d'un emploi simple. L'outil peut être complexe, mais en tout cas, il faut que son emploi soit simple, dans tous les cas. On ne peut pas demander à un client ou à un prospect d'être satisfait, d'avoir des cases à remplir qui soient incompréhensibles dans des plateformes. On ne peut pas demander à un collaborateur de passer 3 heures à remplir une CRM avec des informations parce que cette CRM n'est pas du tout, je dirais, ergonomique. Je ne parle pas de la Banque des Territoires, hein, je parle en général. Donc non, la simplicité est inhérente à l'expérience client. Alors ma question était un petit peu provocatrice, mais également dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des outils particuliers pour aider au pilotage et à l'amélioration de l'expérience client? Peut-être ça aussi, c'est structurant dans le rapprochement entre les outils et l'expérience client. Alors, l'expérience client, par définition, ça consiste à gérer un très grand nombre d'informations. Donc, entre l'expérience client et Big Data, vous voyez qu'on n'est pas très très loin.
Il y a quand même deux règles qu'il faut respecter. La première, c'est que l'abondance d'outils crée de toute façon des contraintes d'interopérabilité. Donc plus il y a d'outils, plus c'est compliqué de les aligner et de les interfacer. Et qu'une bonne expérience client n'est pas le fait forcément d'une multiplicité d'outils. On peut avoir une CRM très fonctionnelle, avoir 2 ou 3 outils sous forme de processus et délivrer une excellente expérience client parce qu'on va considérer que pour tel ou tel type de processus, eh bien, une gestion manuelle peut suffire. C'est le cas, par exemple, si vous avez des marchés sur lesquels la cible est très peu nombreuse et pour laquelle vous avez à répondre avec, je dirais, des propositions très personnalisées. Là, c'est pas la peine d'avoir, je dirais, une superposition d'outils. Par contre, quand vous gérez des cibles avec plusieurs millions de personnes, là, effectivement, vous devez avoir un certain nombre de processus automatisés qui vous permettent de vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Autrement dit, c'est pas tellement de comptabiliser les outils, c'est de dire quels outils peuvent me permettre de dégager un maximum de temps, de mon temps, sur de la valeur ajoutée. C'est ça, en fait, le principe de l'expérience client. Et donc, si un outil suffit, c'est très bien. S'il en faut 10, OK. Mais en tout cas, la simplicité et l'interopérabilité des outils doit être la règle. Il est hors de question de passer son temps à ressaisir dans des outils multiples. Alors, j'avais une question, visiblement, que j'ai un petit peu maltraitée et oubliée au début, qui est assez structurante, liée à la proactivité. Parmi les retours d'études clients qu'on a eu qui pointaient quelques axes d'amélioration sur notre expérience client, on avait la proactivité qui était assez mise en avant. Que sommes-nous amenés à faire évoluer dans nos pratiques pour gagner encore en proactivité? Quelques conseils, Christophe. Ouais, alors la proactivité, il y a 2 choses, Julien. La première, il y a la promesse, et la deuxième, il y a la réalité. Alors, la proactivité, c'est si vous promettez quelque chose à un instant T et que vous êtes en retard, vous n'êtes pas proactif. Si vous proposez quelque chose à un instant T qui est plus loin que le premier et que vous respectez, vous êtes proactif. Si vous délivrez avant l'instant T, vous êtes extrêmement proactif. Mais encore une fois, c'est une question de standard. C'est vous qui délimitez à la limite le temps auquel vous voulez délivrer. C'est pas le client, c'est vous qui dites bon ben moi je suis capable de vous apporter une solution en 6 jours. Si vous l'apportez en 5, vous êtes extrêmement proactif. Si vous l'apportez en 7, vous ne l'êtes pas. Bon, donc il y a aussi une question de standard que vous allez vous-même piloter. Ensuite, il y a la proactivité qui est d'anticiper le besoin. Ça, c'est encore autre chose. C'est votre capacité à répondre avant que votre client ou prospect ne pose la question. Alors là, on arrive déjà sur des domaines qui sont assez intéressants. Je dirais il me semble pas que la Banque des Territoires soit dans une démarche de proactive de réponse aux besoins. Je pense que j'ai un exemple en tête. Justement, il y en a pas mal sur le sujet. Je pense notamment à quelques-uns des sujets sur lesquels on a travaillé de rénovation énergétique, où en analysant avec des datas le parc de nos clients, on est capable de poser un regard avant, même parfois qu'eux aient cette vision aussi posée sur leurs besoins en rénovation énergétique. Donc d'être véritablement à apporter des éléments de réponse à un moment où ces clients, collectivités et autres réalisent l'enjeu à résoudre. Okay. Je prends cet exemple, il y en a d'autres, mais qui pour moi est un exemple de proactivité. Alors, je me suis mal exprimé. Pour moi, la proactivité, c'était d'apporter une solution au marché avant que celle-ci ne soit exprimée. Là, il s'agit simplement, pour une solution qui existe, d'aller repérer des clients potentiels. Donc là, je n'étais pas exactement sur le même terrain que vous et je comprends tout à fait votre remarque. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, la proactivité qui consiste à aller contacter ou déceler, en tout cas, de potentiels clients sur une solution existante, effectivement, on peut classer dans le domaine de la proactivité. Là, on est dans le domaine à la fois, de l'étude, c'est-à-dire qu'il faut arriver à bien comprendre les attentes du marché, et au-delà de ça, de la segmentation, c'est-à-dire d'arriver à segmenter assez finement son marché pour pouvoir commencer à travailler effectivement des problématiques de besoins sur des solutions données. Et d'ailleurs, je crois savoir c'est ce que vous faites de façon assez régulière au sein de votre département, Julien. Et si je peux me permettre également un exemple sur cet aspect-là,
Je crois là, on a couvert différents champs, c'est de réactivité, de proactivité au sens de sortir une solution pour de nombreux clients avant que le marché n'y réponde pleinement, et ensuite de proactivité client par client pour aller au devant de leurs besoins. Et là, pour le coup, je prendrai un exemple digital. Grâce au digital, on sait identifier des comportements de clients qui nous laissent à penser qu'ils peuvent avoir tel type de besoin. Donc, consulter nos livres blancs, nos publications, nos enquêtes, nos études, ainsi de suite, qui nous permettent, en redescendant l'information vers les équipes des directions régionales sur le terrain, de leur apporter l'information sur vous avez tel type de client qui est peut-être intéressé par ce sujet-là. Qui au final, quand on recontacte le client, on est à minimum réactif, voire proactif, puisqu'il n'a pas encore exprimé son besoin d'une solution. Est-ce que ça peut faire partie de ce genre de contribuer à une perception de proactivité positive, peut-être? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, absolument. Je suis 100% d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire que le fait même de questionner un client sur ses besoins, le fait même de lui proposer des solutions auxquelles il n'aurait pas effectivement pensé, c'est à classer dans le domaine de la totale proactivité. C'est absolument certain. Là-dessus, il n'y a absolument pas de contre-indication. Ça suppose néanmoins que l'ensemble, je dirais, des solutions standards amont soit verrouillé. C'est-à-dire que vous ayez déjà répondu de façon optimale à l'ensemble des besoins exprimés. Et donc, dans ce cas-là, la proactivité, effectivement, c'est une stratégie intéressante puisqu'elle vous permet, je dirais, une pénétration maximale sur l'ensemble de vos segments pour une solution donnée, voire même être prescripteur d'une solution qui n'existe pas. Et là, on est effectivement dans la parfaite proactivité marketing. D'accord. J'ai une question, en fait, Dornella, plus tournée vers les collaborateurs. Vous parlez du besoin de cohérence entre l'expérience collaborateur et l'expérience client. Le système d'identification à la marque est-il le même pour les deux cibles? Alors là, on va parler de marque employeur, j'imagine, et de marque perçue par les clients. Alors, de façon très générale, quand on regarde les classements qui sont faits à droite ou à gauche sur les entreprises dans lesquelles on aimerait bien vivre, les meilleures entreprises, etc., on s'aperçoit que les entreprises qui sont les mieux classées sont celles où, en général, on est le mieux pour travailler. Autrement dit, les entreprises qui sont le mieux perçues de l'extérieur sont en général celles où on est le mieux pour travailler. Il y a quelques exceptions notables dont je ne parlerai pas ici, notamment dans la distribution, où il y a des très gros distributeurs qui ont des bonnes images et au sein desquels les conditions de travail ne sont pas forcément toujours optimales. Bon. Mais en général, il y a quand même un lien. Je parle de Netflix, par exemple. Netflix a une très bonne image et il est connu que travailler chez Netflix est agréable. Pourquoi? En général, on revient toujours à cette notion de faciliter la vie des clients et des collaborateurs. Quand on facilite la vie des clients et quand on cherche à faciliter la vie des collaborateurs, je dirais que l'adhérence à l'image de l'entreprise est plutôt bonne, dans les deux cas d'ailleurs. Et qu'il y a une symétrie, ce qu'on appelle des attentions, bon, c'est un terme qui est assez à la mode, mais qui est quand même assez exact, c'est que lorsque l'on fait un maximum pour le client et qu'en même temps on fait un maximum pour le collaborateur, les deux ont une perception assez positive de l'image de marque de l'organisation. Je le dirais avec mes mots, c'est vouloir en faire beaucoup pour le client amène à développer son empathie, sa capacité à écouter, à entendre les besoins des clients. En général, il y a un pas pas très grand à faire pour faire la même chose côté collaborateur, quand on a éprouvé ces démarches. J'ai une question particulière sur les propositions commerciales actuelles et notamment bancaires ne correspondent peut-être pas aux besoins en fait des clients après la crise. C'est qu'on est toujours aujourd'hui à porter beaucoup d'offres évidemment qui sont conçues comme avant. Comment faire pour aller plus vite entre des demandes qui évoluent et la création des produits et des services qui y répondent? Alors là on revient dans l'alignement, dans ces notions d'alignement entre l'offre et le marché. Alignement qui est compliqué par la situation actuelle, qui est une situation où l'urgence prime. Mais néanmoins, j'ai cru comprendre que beaucoup de solutions d'urgence relevaient de solutions qui étaient en catalogue, mais qu'on a simplement boosté, qu'on a poussé.
Il y a deux choses qui font qu'on arrive à être réactif pour la gestion d'un catalogue d'offres. Un, c'est sa clarté, sa simplicité. Et deux, le fait que cette offre soit parfaitement adressée à des segments de clients et que ces segments soient parfaitement définis. Bon. En général, quand vous avez un catalogue d'offres qui est très clair et simple, ce que je dis n'est pas évident, puisque vous avez des solutions qui ne sont pas forcément très claires et très simples, mais l'offre, elle peut se présenter de façon simple et claire, mais nonobstant la complexité de l'offre. Et des segments qui sont parfaitement définis, on s'aperçoit qu'en général, on est allé dans ces conditions à enlever un certain nombre d'offres qui ne tournent pas ou qui ne sont pas utiles et à les remplacer par des offres dont on suppose qu'elles peuvent avoir un intérêt. Et là, on revient dans le domaine de la proactivité. En tout cas, quand vous avez un catalogue d'offres qui est compliqué, que vous avez un marché qui n'est pas forcément segmenté avec précision et que vous travaillez dans l'urgence, toutes ces conditions font que là, vous allez avoir un certain nombre de problèmes dans votre offre. Les conditions sont assez réunies dans cette configuration. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de la banque des territoires, je parle de façon générale. Voilà. En tout cas, la crise, en tout cas, certainement. Et la crise, en tout cas, c'est peut-être l'occasion de se pencher sur l'offre et de se dire qu'est-ce que je peux simplifier, qu'est-ce que je peux mettre en avant, et si je hiérarchisais les besoins de mes clients de façon assez drastique, en disant ce qui est prioritaire, je le présente de façon assez simple, et ce qui est moins prioritaire aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être au second niveau et ça n'apparaît pas tout de suite sur les prospects et les clients. On n'est pas obligé, par exemple, de montrer 100% du catalogue dans des situations de crise. On peut très bien décider de présenter ce qui est indispensable pour des raisons de clarté, de réactivité. Bon, c'est une solution. Si je puis me permettre, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire en exposant, particulièrement on l'a fait sur le canal digital, mais on le travaille avec les collaborateurs du réseau, à extraire un petit peu ce qui est les réponses apportées à la crise et en les mettant en forte visibilité, en mettant de côté pour un moment tout le reste qui est forcément un peu moins d'actualité. J'ai une question un peu plus poil à gratter, mais qui est évidemment nécessaire. Avez-vous audité les moyens humains mis à disposition des clients en direction régionale versus ceux du siège des ressources humaines qui œuvrent à Paris pour justement dans l'optique d'atteindre cette belle expérience client? Il y aurait un sujet d'adéquation des ressources avec l'objectif. Des questions un peu pièges. Donc, je vais répondre avec beaucoup de prudence parce qu'on a fait un certain nombre d'interviews, mais on n'a pas fait ça de façon exhaustive. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment notre ressenti à nous, cabinet de consulting extérieur, et il est probable que ce que je vous dise là ne soit pas à 100% le reflet peut-être de ce que vous ressentez, ce que la personne a posé la question ressent. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques au siège et sur le terrain. Pourquoi? Parce que le fait d'être loin du terrain vous donne une posture qui est plus, je dirais, en matière de spéculation stratégique ou en termes de faisabilité opérationnelle ou de choix de scénario. Quand on est sur le terrain, il faut répondre tout de suite à un besoin. On n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans le scénario, on est dans l'action. Bon. Et donc, le problème que l'on a certainement, c'est que compte tenu de la complexité à la fois des solutions et à la fois des modes de fonctionnement de la Banque des territoires, il peut y avoir une désynchronisation entre ce qui est perçu comme prioritaire par le siège et ce qui est perçu comme prioritaire par le terrain. Et donc là, on a effectivement peut-être parfois des désalignements, en fait, des contraintes d'alignement qui ne sont pas respectées, qui peuvent générer des points durs, des irritants entre les uns et les autres. Et l'un va dire écoutez, je ne sais pas ce qu'ils font au siège, et au siège de dire ils ne comprennent rien sur le terrain. Bon, je caricature. Hein. Et ce sont des situations que l'on retrouve partout, dans toutes les entreprises, pas seulement la Banque des territoires. Je pense que les parcours clients, l'expérience client, c'est aussi une façon de resynchroniser le siège et le terrain sur des problématiques communes que l'on veut régler en commun, parce qu'on va déciloter, parce qu'on va partager mieux l'information, et parce qu'on aura une vision commune à la fois de la stratégie et des besoins du client. Et Christophe, j'en profite là-dessus pour, notamment dans le projet sur lequel on a travaillé ensemble, bien entendu, le parcours client idéal que l'on a essayé de définir, on s'est posé la question du parcours collaborateur qui allait en miroir.
C'est-à-dire, on a identifié toutes ces interactions souhaitables pour qu'un client réponde à une attente d'un client, mais on l'a évidemment imaginé d'un point de vue collaborateur. Et je crois d'ailleurs que cette analyse-là a elle-même mis en évidence qu'on avait des sujets d'allocation de ressources, si on voulait respecter l'ambition qu'on s'est donnée auprès des clients. Peut-être tu as un petit commentaire là-dessus. Oui, alors, c'est vrai que l'expérience client, le parcours client, ça demande de la ressource. Mais cette ressource-là n'est pas forcément une ressource supplémentaire. Le fait d'avoir, par exemple, des systèmes d'information qui soient interopérables, ça enlève de la charge à un certain moment et ça permet d'en mettre ailleurs. Donc, je crois que les parcours clients, c'est aussi une façon d'enlever de la charge là où c'est pas absolument nécessaire. Et il n'est pas normal dans une organisation, par exemple, d'allouer de la ressource sur de la restitution d'informations. Il n'est pas normal d'allouer de la ressource sur le fait de vérifier 10 fois une information, alors que peut-être 2 ou 3 fois suffirait. Il n'est pas question, par exemple, de ne pas avoir de base de connaissances et de devoir à chaque question ou à chaque cas de figure un peu spécifique, devoir reprendre l'entière histoire du client à qui c'est arrivé il y a 6 mois ou il y a 1 an. Bon. Donc, la ressource que l'on met sur de la redondance, sur du point dur, sur des dysfonctionnements, c'est de la ressource qu'on ne met pas sur, je dirais, la satisfaction du client et de façon générale sur la valeur ajoutée du collaborateur. Donc, le fait de travailler l'expérience client avec les parcours clients, c'est aussi une façon de dire au collaborateur, on va vous permettre de mettre votre réelle valeur ajoutée là où c'est intéressant et non pas là où finalement ça sert à rien. Alors, je le dis de façon un peu directe, mais c'est ça, je dirais, l'esprit d'expérience client qui soit de bonne qualité. Une question sur l'agilité assez intéressante. Le fonctionnement agile pour les projets favorise notamment l'alignement et la réactivité. Si seulement quelques équipes au sein de l'organisation sont en mode agile, alors cette efficience est-elle atteignable? Votre avis? Alors je vais être très direct, encore une fois, je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais si vous avez des îlots d'agilité dans un univers siloté, ça augmente les crispations des uns et des autres. Parce que vous avez ceux qui travaillent en agile, qui vont discuter avec ceux qui travaillent silotés. Et ceux qui travaillent silotés ne le font pas forcément d'ailleurs volontairement, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que l'organisation fait que c'est comme ça. Bon. Donc, l'idéal, c'est que l'agilité soit le fait de l'ensemble de l'organisation. Alors, il ne s'agit pas d'opposer ceux qui sont agiles avec ceux qui sont silotés. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui sont agiles arrivent à intégrer les contraintes de ceux qui sont silotés pour pouvoir progressivement leur apporter les solutions et les outils qui permettent de désiloter. Je dirais que ceux qui sont agiles sont quand même les premiers à pouvoir actionner la transformation de l'entreprise en interne. Et donc, l'agilité, oui, effectivement, c'est quand même une donnée qui est impérative dans le fonctionnement de l'entreprise. Simplement, cette agilité, elle ne peut pas être partielle. Ça ne peut pas être le fait, je dirais, d'un département ou d'un métier. Il faut que ce soit le fait de l'ensemble de l'entreprise. Et c'est un petit peu, je dirais, le point dur aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver à faire coexister 2 types de fonctionnement, 2 types de populations, qui aujourd'hui sont parfois en opposition ou en friction, et il faut faire en sorte que justement ceux qui sont en agilité arrivent à élargir leur façon de faire à ceux qui sont justement dans des modes de fonctionnement un petit peu contraints. Alors j'ai justement une question qui est parfaite pour la transition là-dessus, en parlant de 2 populations. Nous avons bien compris l'expérience client pour le réseau, mais ne peut-on pas parler d'expérience client pour les personnels du siège? Dans ce cas, le client ne serait pas le réseau. Oui, effectivement, enfin, délivrer l'expérience aux collaborateurs, les rôles ne sont pas les mêmes entre un siège et des forces vives sur le terrain. Oui. Quel commentaire? Alors, de façon générale, il faut juste préciser un point, c'est que quand on dit expérience client, le client peut être interne. Un client n'est pas forcément externe à l'organisation. Vous avez des organisations qui sont organisées de telle façon que vous avez un certain nombre de collaborateurs qui doivent délivrer à d'autres collaborateurs un certain nombre de solutions dans des conditions précises. Là, on est quand même dans l'expérience client interne. Donc, la question, c'est que l'expérience client interne, elle marche dans tous les cas. Il n'est pas question que certains clients internes bénéficient d'expérience client de bonne qualité et que d'autres clients internes, non.
L'expérience client, elle doit être partagée par tous les collaborateurs, je dirais par tous les clients internes et externes. Et donc le but, c'est pas simplement d'avoir des privilégiés qui ont une bonne expérience client interne et d'autres qui n'en ont pas, évidemment. Donc, mais simplement, c'est une démarche qui est progressive, qui ne peut pas se faire de façon immédiate, et qu'il est bien, en général, plus facile de démarrer par des expériences clients avec des clients externes, en regardant les incidences sur l'expérience client collaborateur, pour ensuite élargir cette démarche à l'ensemble des parcours clients, et donc à l'ensemble des collaborateurs, par extension. Je crois qu'on approche de la fin. On a eu beaucoup de questions et j'espère les avoir toutes traitées. Si c'est pas le cas, faut pas hésiter à me les renvoyer après. Je m'engage à les traiter. Je voulais juste préciser, déjà une note d'optimisme. Le chantier dans lequel on s'est lancé d'ambition d'expérience client, on va être cette année à la 3e vague de mesures. Puisqu'une expérience client qui n'est pas mesurée, c'est compliqué, donc on la mesure. Et cette année, la 3e vague nous apporte pas mal d'enseignements, dont des points très positifs liés à notre action, non seulement pendant la crise, mais même avant la crise. Donc, point d'optimisme, on arrive à faire bouger les choses petit à petit, même s'il nous en reste encore beaucoup à faire. On va en partager prochainement les conclusions. Et ça, doit nous encourager pour les mois à venir. Et dans ce contexte, nos clients attendent encore plus de nous que d'habitude. Je voulais préciser que la vidéo en fait sera bientôt disponible en replay sur la plateforme C'est Fort de Café. Voilà, il y a différents moyens de nous contacter pour maintenir ce dialogue. Je voulais adresser un grand merci à Christophe pour son témoignage et toute son expertise apportée lors de nos projets et pour nous stimuler chaque jour dans cette ambition d'expérience client. Et puis peut-être Christophe, si tu veux dire 2 mots de plus pour conclure, avec grand plaisir. Voilà. D'abord, merci de m'avoir invité à ce café dans les territoires que j'apprécie. Vous dire le plaisir que nous avons, mon associé Isabelle Macquart et moi, à travailler pour la Banque des Territoires, parce que c'est un contexte qui est extrêmement intéressant et qui prend en plus toute sa valeur dans ces situations de crise où la Banque des Territoires est effectivement un acteur majeur, je dirais, dans le redémarrage économique de notre pays. Donc, je trouve ça passionnant d'être dans le cœur du réacteur et je vous en remercie. Dans ce moment. Voilà, alors un grand merci à tous pour ce Café Banque des Territoires, ce Digital Café Banque des Territoires, et avec grand plaisir pour vous retrouver directement ou au travers des communautés Next où vous pouvez nous contacter. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et une excellente journée. Voilà, au revoir. Au revoir.